Donc bonjour à toutes et tous, merci beaucoup au comité d'organisation pour l'invitation. Moi je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous sur le Maastricht 3. Merci à Johan particulièrement pour une organisation très fluide. J'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors on m'a dit le titre c'était les défis du Maastricht 3, donc j'ai essayé de faire des défis. Le premier il me semble, c'est un peu l'introduction, mais c'est de légitimer le développement du Maastricht 3. Parce que quand même de première idée, on se dit c'est quand même compliqué, il y a des enjeux organisationnels majeurs, des enjeux techniques avec la CRN très importants. On va y revenir, des enjeux éthiques importants, donc c'est vrai que la première réaction c'est de se dire bon, peut-être je vais passer mon tour. Mais en fait c'est surtout et avant tout quand même un enjeu de santé publique et je vais essayer de vous le rappeler en 2-3 diapos. La première, c'est pas une diapo de l'Agence de la biomédecine, mais ça pourrait, c'est qu'il y a une discordance quand même entre les besoins et les ressources. Pour vous donner un exemple, 10 000 patients sur liste d'attente de greffe, et on arrive à greffer 3 400 reins par an. 700 patients décèdent tous les ans sur liste d'attente. Et puis vous voyez les chiffres de 2013 à 2022 des donneurs décédés qui sont prélevés. Vous voyez qu'en bleu marine, l'EME, manifestement avec les progrès de la prise en charge, il y en a de moins en moins. Les donneurs vivants en vert, ça a du mal à se développer. Et tout en haut, vous avez le Maastricht 3, qui semble être quand même le potentiel de développement de l'activité de prélèvement. D'autant plus qu'en France, on peut sûrement faire beaucoup mieux, puisqu'aujourd'hui, ça représente le Maastricht 3, 14% des donneurs décédés qui sont prélevés. Et vous avez les chiffres par million d'habitants, mais vous voyez que la France, on est à 3,6, quand l'Espagne, et on va revenir sur le modèle espagnol, est à quasiment 20 donneurs par million. Donc on a une marge de progression très, très importante. Et puis on a aussi une marge de progression dans la répartition régionale du Maastricht 3, avec, ça c'est les chiffres de 2021, il y a des centres qui ont ouvert depuis, mais vous voyez qu'il y a une disparité régionale très, très importante dans cette activité de prélèvement. Donc il y a des besoins, peut-être que le M3 est une ressource, et puis d'autant plus que c'est observé au niveau européen, il y a de plus en plus de patients de réanimation chez qui on prend des décisions d'arrêt thérapeutique. On cite souvent ce papier, c'était 22 réanimations en Europe comparé à 2 périodes différentes, c'est quand même plus de 13 000 patients. 13% des patients de réanimation avaient, soit ils décédaient, soit ils avaient une décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique, soit les deux. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que parmi les patients qui décèdent en réanimation, 89% décèdent avec une décision de limitation ou d'arrêt thérapeutique. Donc aujourd'hui, la mort inopinée en réanimation, ça n'arrive quasiment plus, et c'est bien le fruit d'une décision médicale. Donc la ressource de donneurs d'organes, encore une fois, si pour l'instant on réfléchit qu'en termes de santé publique, elle existe. Et puis la troisième raison, là je vais passer vite parce que j'y connais pas grand-chose, mais c'est les très bons résultats du programme. Donc en plus ça marche bien, je vous ai mis les principales publications françaises sur chacun des organes, avec les dernières sur le poumon. Probablement que tout ça c'est en lien avec la CRN. Donc voilà, c'était juste pour dire que les équipes de Réa, il faut quand même qu'on arrive à passer notre première impression qui est que le M3 ça va être très compliqué pour plein de raisons et à légitimer que voilà, éthiquement c'est un problème de santé publique et donc on a intérêt à essayer d'y aller. Le deuxième défi, qui à mon avis est de loin le plus difficile, c'est de bien choisir le donneur potentiel, c'est-à-dire le patient en fin de vie en réanimation, qui peut être un donneur d'organes. Alors je vais essayer de le faire en 4 points. Le premier, c'est vraiment dans la suite des topos de ce matin, c'est d'abord un patient chez qui on doit avoir une neuropronostication robuste. Pour les plus jeunes, je vous conseille la vidéo de Léo Koutelek en 2020 sur YouTube, qui existe très bien ce que c'est que la robustesse en sciences. Donc en gros, pour nous, c'est mêler l'expertise, donc c'est l'évidence-based médecine, à l'expérience, tout ça on en a parlé ce matin, pour avoir un pronostic précis et fiable. Mais il faut d'emblée être conscient des limites habituelles de la neuropronostication. Déjà parfois la faiblesse de l'expertise, on en a parlé sur les scores, etc. Parfois l'évidence-based médecine, en fait, elle ne nous donne pas beaucoup de réponses. Et puis la faiblesse de l'expérience, parfois les médecins qui sont là, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience pour pouvoir décider. La deuxième, c'est bien d'identifier la part de subjectivité qu'il va y avoir dans nos décisions. Il n'y a pas une médecine rationnelle et des proches qui sont irrationnels. En fait, chacun est un peu des deux. La prophétie autoréalisatrice, on en parle souvent. Je trouve pour les plus jeunes, je vous conseille de lire le papier de Bernard Viguet dans le MAPAR qui explique très bien ça. Et puis, on l'a dit ce matin, ce qui est intéressant dans notre spécialité, ça va être de tolérer que même si on essaye de bien faire, à la fin, il y a une irréductible incertitude. Mais que c'est ça qui fait un peu la beauté de notre métier, parce que s'il n'y avait pas d'incertitude, on n'aurait pas de décision à prendre. Quand on est sûr que la césarienne, c'est bon pour la mère et pour l'enfant, en fait, on ne décide pas de faire une césarienne, on fait une césarienne.
Donc c'est bien finalement l'incertitude, c'est à mon avis quelque chose à envisager comme un moteur positif qui nous pousse à devoir décider. Mais si on revient au Maastricht 3, quand on va faire le pronostic neurologique, il va surtout falloir être conscient de l'impact potentiel de la possibilité d'organes comme un des facteurs qui va pouvoir rentrer en jeu dans notre neuropronostication. Et il y a 2 risques principaux. Si jamais le M3 rentre en compte dans notre pronostic neurologique, il y a 2 risques principaux de prendre des décisions trop précoces. La première, c'est un patient grave qui arrive et vous vous dites, je vais caricaturer, mais bon, soit je lui fais une crânectomie et il y a quand même une forte probabilité qu'il finisse avec un handicap sévère, il a moins de 71 ans, peut-être ça vaut plus le coup que je fasse un M3. Et donc là, on voit bien que le M3, et je pense que voilà, ça a dû passer par la tête de beaucoup d'entre nous, donc c'est finalement de prendre une décision d'abstention thérapeutique. Donc là, on n'est pas encore du tout dans les décisions de radiothérapeutique, on est à J1. Est-ce que je l'oriente, je lui donne la chance de devenir grave et de peut-être s'en sortir, ou est-ce que je me dis, bon, ben finalement, est-ce qu'il ne faut pas d'emblée en faire un Maastricht 3 ? Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, la première situation compliquée. La deuxième situation compliquée, c'est de prendre une décision d'arrêt des thérapeutiques très précoce ou d'abstention thérapeutique très précoce, mais chez un patient qui, si on l'avait laissé évoluer, serait passé en état de mort encéphalique. Alors pourquoi on peut faire ça ? Des fois parce qu'il y a des équipes pas spécialisées en neuroréanimation qui vont pouvoir mal reconnaître le patient qui va potentiellement passer en mort encéphalique. Et puis nous, quand on est un peu spécialisé, parfois c'est la pression des lits. Bon, finalement, peut-être il va pas, au lieu d'attendre 3-4 jours qu'il passe en EME, peut-être que je peux faire un Maastricht 3 dès aujourd'hui. Alors ça, c'est une question qui, à mon avis, est un peu plus compliquée, parce que est-ce que c'est grave en soi ? De toute façon, il va mourir, qu'il meure en EME ou qu'il meure d'une décision d'arrêt thérapeutique qui, pour le coup, est justifiée, puisque là, on est vraiment chez les patients très, très, très graves. Est-ce qu'en soi, c'est grave, puisque de toute façon, il va mourir et on peut envisager ? Alors oui, c'est potentiellement grave pour 2 choses. Déjà, c'est qu'on va développer une activité aux dépens d'une autre, c'est-à-dire qu'en fait, on va transformer des patients morts encéphaliques potentiels en patients Maastricht 3, que le Maastricht 3, ça demande quand même beaucoup plus de moyens, donc ça, dans les enjeux éthiques, c'est aussi à prendre en compte le fait que faire un M3 dans un hôpital, ça coûte beaucoup plus cher et ça mobilise beaucoup plus de ressources. On va prélever beaucoup moins d'organes aussi à ces patients, puisque vous voyez que pour l'instant, tant qu'on ne fait pas le cœur en particulier, on peut prélever 3,4 organes par donneur EME versus 2,8 par donneur M3. Et donc ça, c'est une problématique qui est très observée au niveau européen. Est-ce qu'on est en train de développer le M3 aux dépens des états de mort encéphalique ? Et je pense qu'en neuroréanimation, c'est un sujet qui nous concerne de très près. Il y a 2 éléments qu'on peut suivre pour vérifier qu'on n'est pas en train de faire ce switch. La première, c'est vérifier que dans le programme Maastricht 3, on a une proportion de post-anoxiques, donc arrêt cardiaque, et de neurolésés, ce qui nous concerne le plus ici, qui ne montent pas. D'un seul coup, il n'y a pas de plus en plus de neurolésés, de traumas crâniens, d'AVC qui deviennent des Maastricht 3. Vous voyez qu'en France, vous avez en vert à gauche, de 2015 à 2022, la proportion de post-anoxiques, qui reste donc majoritaire, et puis en bleu, sous 3 couleurs différentes, mais ce n'est pas très important de voir les couleurs différentes, c'est nos AVC et nos traumas crâniens. Vous voyez que pour l'instant, on a l'impression que la proportion de neurolésés, on n'est pas en train de prendre de plus en plus de décisions d'arrêt thérapeutique chez des neurolésés pour en faire des Maastricht 3. Et puis la deuxième, c'est de vérifier qu'on ne va pas justement influencé par le Maastricht 3, prendre des décisions d'arrêt thérapeutique de plus en plus précoces. Et vous voyez que pour l'instant, les données sont plutôt rassurantes, puisque on reste, en tout cas, le délai entre l'admission en réanimation et la décision d'arrêt thérapeutique ne se raccourcit pas au fur et à mesure des années. Je pense qu'en tant que neuroréa, on peut quand même se dire que la médiane de 12-14 jours pour nos patients, c'est quand même des décisions d'arrêt thérapeutique assez précoces. Puisque les chiffres que vous voyez à droite, c'est la moyenne entre les 60% de post-anoxiques qui ont des décisions d'arrêt thérapeutique à J6 et nos neurolésés à nous. Donc c'est quand même, quand on prend des décisions d'arrêt thérapeutique à J11 chez un neurolésé, c'est que c'est un neurolésé très grave. Tout ça, c'est suivi au niveau européen. Vous avez les courbes, alors là, ça s'arrête en 2016, mais des principaux pays européens. À gauche, vous avez l'évolution de l'activité de mort encéphalique, et vous voyez qu'il y a plein de pays, comme par exemple, reprenons l'Espagne qui est en vert, qui arrive très bien à développer le programme Maastricht 3, sans que ça ait d'impact sur le programme mort encéphalique. Donc encore une fois, on doit quand même pouvoir bien différencier ces 2 patients-là, les neurolésés graves, chez qui on va prendre une décision d'arrêt thérapeutique, et les neurolésés graves qui vont évoluer vers la mort encéphalique. La deuxième chose qui a été identifiée dès le début du programme, c'est la nécessité au moment où on va prendre la décision d'arrêt thérapeutique, donc là on est en aval de la neuropronostication, au moment où on va prendre cette décision d'arrêt thérapeutique, pareil que le M3 ne vienne pas influencer la décision.
puisque c'est la théorie, le principe fondateur de ce programme, c'est de dire que la décision, elle doit être indépendante. Alors on a fait une étude qualitative, puis une étude un peu plus importante nationale qui s'appelle Carême 3, dont beaucoup ici ont participé. Je vais pouvoir vous montrer quelques premiers résultats, parce que je viens juste d'extraire les données. Sur l'étude qualitative qu'on avait fait en 2023, quand on interrogeait les soignants, on voyait quand même qu'ils avaient une difficulté à ne pas penser la possibilité du prélèvement d'organes au moment de la décision d'arrêt thérapeutique. En gros, quand on discute d'un arrêt thérapeutique chez quelqu'un de moins de 71 ans, ils disent tous la chose suivante, c'est un exemple de verbatim. Quand on prend la décision d'arrêter, l'intention est complètement schizophrénique. On nous dit qu'il doit y avoir une étanchéité complète. En pratique, c'est impossible. Tous les docteurs, tout le monde vous le dira, c'est impossible de dissocier les deux. C'est la même équipe qui décide de l'arrêt des thérapeutiques et qui appelle la coordination pour lancer le processus. Il y a un peu d'hypocrisie. Donc en effet, quand on prend une décision d'arrêt thérapeutique chez un moins de 71 ans, dans la tête, il y a quand même le M3 qui est là. Alors comment ils font les soignants pour se sortir de cette difficulté? On a identifié des stratégies qui vont développer, encore une fois issues des entretiens qualitatifs qu'on a menés. Déjà, ils vont dissocier une communication formelle et informelle. En gros, quand on est au staff, quand on est dans la réunion de procédure collégiale, quand on parle de la décision d'arrêt thérapeutique, on n'évoque pas le M3. Quand on est au café, quand on est dans le couloir, on peut se dire entre deux médecins, il a moins de 71 ans, peut-être qu'il faut qu'on commence à penser à la possibilité. La deuxième chose, c'est qu'ils mettent en scène une différenciation des temps. Pendant la réunion de procédure collégiale, on s'interdit de parler du M3. L'après-midi ou le lendemain, on appelle la coordination. Et puis, beaucoup ont dit, de toute façon, le plus important, c'est de prioriser sur la décision de fin de vie qui est un processus. Une fois qu'on a fait ça, le don d'organes, il l'évacue un peu comme juste une procédure un peu technique. Et puis beaucoup ont dit que quand même, au moment de la décision d'arrêter des thérapeutiques, le M3, ça les aidait un peu à mettre en perspective que la mort décidée pendant cette procédure, ça allait donner un peu du sens à la mort du patient. Donc ils disent ça donne du sens à la mort, beaucoup plus les paramédicaux que les médecins d'ailleurs. Et dans l'étude Carême 3, où on a interrogé donc des soignants dans plus de 40 centres dans toute la France, on leur demandait de noter sur 10 les facteurs qui influencent la décision d'arrêt thérapeutique. Donc c'est des soignants qui sont amenés à répondre au questionnaire juste après la mort d'un patient au décours d'un Maastricht 3. Vous voyez que sur 10, donc en bleu foncé, vous avez les médecins et en bleu plus clair, vous avez les infirmiers et les aides-soignants. Pour eux, la décision d'arrêt thérapeutique, 10 sur 10, et c'est tant mieux, ce qui sort le plus, c'est quand même les données objectives, même avec leurs limites, mais les données objectives du pronostic neurologique. Vous voyez que les souhaits du patient, comme on ne les a pas souvent, ne pèsent pas forcément beaucoup dans la balance. Les souhaits des proches pèsent aussi dans la balance, mais ce qui est intéressant, c'est que les médecins, ils pensent que le potentiel du don d'organes, ils mettent 0. Ça n'a pas influencé pour moi la décision d'arrêt thérapeutique. Alors que les paramédicaux, ils mettent 8 sur 10. Donc les paramédicaux de nos services ont encore une impression importante que la possibilité du prélèvement d'organes a influencé la décision d'arrêt des thérapeutiques. Quand on leur demande quelle était la finalité de la décision d'arrêt des thérapeutiques, ils devaient mettre une espèce de VA entre accompagnement de fin de vie et don d'organes. Vous voyez que les médecins, c'est quand même assez large, c'est plus vers l'accompagnement de fin de vie, mais quand même, et que les paramédicaux, encore une fois, pensent que la possibilité du prélèvement d'organes impacte beaucoup la décision d'arrêt des thérapeutiques. Le troisième point, pour donc bien identifier le donneur, il faut avoir une neuropronostication robuste, il faut prendre la décision d'arrêt thérapeutique indépendamment du PMO. Là, je vais passer rapidement sur la qualité du processus décisionnel d'arrêt des thérapeutiques. C'est des choses assez classiques, le recueil des volontés du patient, l'implication des proches, au-delà juste de témoigner la volonté du patient, ils sont aussi le reflet de valeurs communes. Le consultant extérieur, peut-être que dans le M3, dans les patients potentiels donneurs M3, le consultant extérieur pour les plus jeunes, c'est pas un expert en neuropronostication, c'est un expert en processus décisionnel, si on veut caricaturer un peu. C'est quelqu'un qui vient vérifier que la manière dont la décision est prise est qualitative. Et en particulier là, que la possibilité du M3 n'est pas venue impacter la décision. Et puis, il faut se concerter avec l'équipe, et se concerter, c'est pas négocier, et c'est pas non plus forcément chercher un consensus à main levée, comme ça a été dit tout à l'heure. Et le dernier point, le donneur potentiel, une fois qu'on a un pronostic robuste qui permet de prendre une décision d'arrêt thérapeutique après un processus qualitatif, il faut quand même que ce soit un patient qui a une probabilité de décéder dans les délais. Et là, je voudrais rassurer les plus jeunes aussi sur la probabilité de décéder dans les délais. La loi, elle nous dit que quand vous arrêtez les thérapeutiques, il faut arrêter toutes les thérapeutiques, et que quand vous arrêtez les thérapeutiques, il faut mettre le patient sous sédation profonde et continue. Donc ça, c'est une obligation légale, c'est un droit des patients.
Et d'ailleurs, vous voyez que la proportion de patients donneurs potentiels Maastricht 3 qui va décéder au-delà des 180 minutes, depuis au moins 2018, il y a moins de 2% des patients où le jour J, vous arrêtez les thérapeutiques avec la CRN dans le couloir, etc. Il y a moins de 2% des patients qui ne vont pas décéder dans les délais. Et ils décèdent même en 15 minutes en médiane, ces patients-là. Et vous voyez que c'est stable au fur et à mesure des années. Donc un post-anoxique ou un neurolésé sévère à J11, qu'on extube sous sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, en fait, il meurt vite. Donc moi, je pense que pour cette population-là, c'est-à-dire ce qu'on fait actuellement en France, la question du délai de survenue du décès ne se pose pas. En revanche, ce qui peut nous poser problème, nous, ça s'est posé plusieurs fois dans le service où je travaille, c'est le patient chez qui on va prendre une décision d'arrêt thérapeutique un peu tardive. C'est les neurolésés qu'on va laisser évoluer jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois. Puis au bout de 2 mois, tout le monde est d'accord, les soignants, la famille, qu'il n'y a pas assez de progrès, qu'il n'y a pas de projet. Mais à ce moment-là, le malade, il est en USC, en ventilation spontanée, trachéotomisé, gastrostomisé. Est-ce que lui, c'est un bon candidat au Maastricht 3 ? C'est une vraie question. Et puis au-delà, là, c'est un congrès un peu neuro, mais on peut se poser la question sur tous les autres patients, les insuffisants respiratoires chroniques, et peut-être demain les patients qui demandent une aide active à mourir. Est-ce que ceux-là, ce sera des bons candidats ? Est-ce qu'ils auront une probabilité élevée de décéder dans les délais ? Donc le défi de bien identifier le donneur, c'est compliqué. Une fois qu'on l'a identifié, on a donc appelé la coordination, il va falloir accompagner le patient jusqu'à son décès. Pour ça, il va y avoir une période, et ça c'est un peu issu de l'enquête qualitative qu'on a fait, que je n'avais pas soupçonné comme étant moi très difficile, c'est la période entre le moment où vous avez décidé d'arrêter les thérapeutiques et le jour où le M3 va avoir lieu. Finalement, la question elle se pose comme ça, et ça me rappelle une histoire avec Anaïs Caillard qui est dans la salle, qui était à la Riboisière, où le patient il est en fin de vie en réanimation, on a pris une décision d'arrêt thérapeutique, on a annoncé à ses proches qu'il y avait une décision d'arrêt thérapeutique qui était prise, et pendant la nuit, il se dégrade, un petit sepsis pulmonaire par exemple. Est-ce que je mets de la noradrénaline à un patient chez qui j'ai pris une décision d'arrêter des thérapeutiques dans l'objectif exclusif de préserver ses organes ? Quand même, la question se pose. Et si je le fais, est-ce que c'est différent de vouloir le faire avant d'avoir recueilli la non-opposition au don d'organes et après avoir recueilli la position au don d'organes ? Alors, ça, les soignants l'ont identifié. Encore une fois, un verbatim d'un des soignants de l'étude. Le plus gênant, c'est cette période. Normalement, on ne doit pas réanimer quelqu'un qui n'a pas de projet thérapeutique. C'est de l'obstination déraisonnable. C'est pas évident. Dans la mort encéphalique, on fait de la réanimation d'organes, mais là, le patient n'est pas mort. Il a peut-être mal, il a peut-être peur. Je me demande s'il était éthiquement acceptable de maintenir le patient en vie pour ses organes. Donc en effet, toute comparaison avec la réanimation d'organes de la mort encéphalique est à mon avis inopportune, puisque là, le patient, il n'est pas mort, il est en fin de vie. Pareil, là, on voit que les soignants, ils développent des stratégies pour résoudre un peu ce conflit. Déjà, ils vont dire une réanimation proportionnée à la prélévabilité. Mettre un peu de noradrénaline, pourquoi pas, pour préserver le rein. De toute façon, si je suis amené à réanimer un énorme choc septique, le patient ne sera plus prélevable, donc la question ne se pose plus. La deuxième chose, c'est qu'ils disent, pour pas qu'il ait peur, pour pas qu'il souffre, pour pas qu'il ait mal, ok pour réanimer les organes d'un patient en fin de vie, mais forcément sous sédation profonde et continue. Et puis, les paramédicaux, surtout, disent, oui, c'est un peu plus long le M3, parce qu'il faut 24 heures de plus pour organiser, pour organiser la procédure. Ils disent, mais en fait, ce temps, c'est pas mal, parce que pour nous, c'est du temps pour accompagner les proches et centrer les soins sur le patient. Et donc, c'est un peu ça qui était intéressant dans l'analyse qualitative de cette étude, c'est de dire, en fait, les soignants, ils voient très bien les difficultés, ils les expriment très bien, mais quand même, motivés un peu par la procédure Maastricht 3, ils arrivent quand même à contourner les difficultés et à trouver des stratégies de résolution. Quand dans CAREM 3, donc là c'est au niveau national à une plus grosse échelle, on leur demande la finalité de la période, de cette période-là, vous voyez que ce soit pour les médecins ou les aides-soignants et les infirmiers, évidemment ça se décale un peu vers la droite, ils ont quand même l'impression que cette période, elle est quand même un peu plus vers le don d'organes. J'ai pas mis le résultat, mais quand on leur demande ce qui les gêne le plus pendant cette période, ils répondent tous à 10 sur 10, c'est les interventions antémortem, que ce soit des bilans sanguins, la réalisation d'un scanner. Ça pose beaucoup de questions aux soignants de réaliser ces examens invasifs pendant cette période. Et enfin, il y a la difficulté d'accompagner le patient en fin de vie Maastricht 3 au moment de l'arrêt des thérapeutiques, parce qu'il y a une grosse pression de la réussite.
Il y a une forme de pression parce qu'on sait que le patient peut sauver des vies, on a un devoir de réussite, j'ai envie que les organes soient transplantés, que ce soit une issue positive. Quand on fait la procédure, j'ai à cœur qu'on n'ait pas enduré tout ça pour rien. Il y a vraiment une grosse pression pour que ça aboutisse. Le chirurgien et la coordination sont là à mettre la pression pour être sûr que les organes soient branchés à temps, au bon moment, pour pas qu'ils perdent de qualité. Et face à cette pression que ça marche le jour J, eh ben ils disent qu'il y a un impact potentiel sur leur pratique et en particulier sur leur pratique sédative. Il y a cette idée que vite il doit mourir, la tentation est grande de pousser ce qu'il faut pousser pour respecter les délais. J'ai peut-être tendance à mettre trop de sédation, mais au moins je suis sûr de respecter au mieux le timing. Je ne suis pas confortable avec ça, on sait que parfois il y a des transgressions. Est-ce qu'ils ont l'impression de modifier leur pratique ? Finalement, quand on les interroge, là encore une fois, c'est un peu discordant, mais à plus grande échelle en France, vous voyez que les médecins, il y en a qui mettent quand même 8 sur 10, j'ai l'impression de modifier mes pratiques d'accompagnement de fin de vie. Et là, bizarrement, les infirmiers aides-soignants, peut-être parce qu'ils se reconcentrent sur le patient, on voit que eux, là, d'un seul coup, au moment de l'arrêt des thérapeutiques, ils se redécalent vers l'accompagnement de fin de vie et ils sont moins concentrés sur le prélèvement d'organes. Alors l'impact qui nous inquiète, c'est évidemment l'impact sur les pratiques sédatives. Et là, vous voyez, avec toutes les limites qu'a cette diapo, j'ai repris la proportion de patients qui décèdent au-delà des 180 minutes. Donc vous voyez qu'elle baisse avec les années. 2016, la deuxième barre, c'est l'introduction de la sédation profonde et continue dans le droit français. Et puis vous avez en bas la proportion de patients pour lesquels la coordination, elle coche la case dans Cristal. Le réanimateur a augmenté les sédations au moment de l'arrêt des thérapeutiques. Et vous voyez qu'on a quand même l'impression que, et moi je trouve ça plutôt rassurant finalement, quand on met un patient RAS-4, RAS-5 et qu'on l'extube, en fait il meurt dans les délais et il n'y a pas besoin de forcer les choses. C'est quand même des médianes de phase agonique qui sont très très inférieures à celles qui sont décrites dans d'autres grosses cohortes comme AREV, même si c'était avant la loi Claes-Leonetti, les patients ils meuraient plutôt en 3 heures qu'en 15 minutes, alors c'est pas les mêmes patients. Et puis dans le JAMA, sur l'étude européenne, les patients ils mourraient plutôt en 11 heures. Donc probablement que c'est quand même une population très ciblée et peut-être que quand même on modifie nos pratiques. Je vais accélérer un tout petit peu pour finir. Ce que décrivent beaucoup les soignants au moment de l'arrêt des thérapeutiques, en dehors de cette pression sur les pratiques sédatives, c'est tout l'environnement, avec la difficulté de la CRN, des timings. On n'était pas dans l'accompagnement, c'était vraiment très technique. C'était pas du tout l'ambiance où le patient est en train de décéder. Il y avait la famille qui était là, que j'ai interprété comme n'arrivant pas à dire au revoir à leurs proches. Parce qu'en fait, il y avait trop de monde, il n'y avait aucune intimité. J'ai dans la tête les mots « on leur vole leur mort ». C'est sûr que ce moment du mourir n'est plus le même. Et là encore, quand on leur demande quelle est la finalité le jour de l'arrêt des thérapeutiques, vous voyez que les paramédicaux, ils trouvent que quand même, l'arrêt des thérapeutiques avait vraiment pour objectif plus le don d'organes que l'accompagnement de fin de vie. Le dernier défi, que je vais passer plus rapidement parce que initialement, ça me semblait personnellement moi être un problème et maintenant je commence à voir que c'en est peut-être un, c'est qu'une fois que vous avez été convaincu qu'il fallait développer le M3 pour un enjeu de santé publique, que vous avez bien sélectionné le patient, que vous l'avez bien accompagné jusqu'au bout, il va falloir constater sa mort et ça pose parfois difficulté parce que vous allez devoir en direct décider du moment où le patient passe d'être vivant à être mort avec un impact majeur sur la qualité des organes. Et cette pression-là, encore une fois, vous l'avez dans la tête. C'est la seule situation où on a comme ça un espèce de truc en direct à la seconde près. Et il y a beaucoup de questions qui se posent. Quelle pulsatilité ? Si vous grossissez sur le scope, vous allez voir que ça pulse pendant longtemps en fait. Parfois on a l'impression que c'est plat, mais si vous grossissez, ça pulse un peu. Alors c'est quoi ? La mort, c'est 20 mm de mercure de pulsatilité, 10 mm de mercure, 0 mm de mercure. Ça c'est une question qui n'est pas tranchée. Quel délai pour les autoressuscitations ? Le M3, ça a aussi mis en évidence qu'il y a des patients qui s'autoressuscitent. Avec le patient le plus long décrit, c'est 4 minutes 20. 4 minutes 20 après l'arrêt circulatoire, son cœur est reparti de lui-même. Donc c'est pour ça qu'il y a le no-touch de 5 minutes. Est-ce que c'est vraiment une mort circulatoire ou est-ce que c'est une mort neurologique ? Alors en fait, il faut imaginer qu'aujourd'hui, on est au niveau international sur le critère neurologique de la mort avec une définition unifiée dans certains pays. Donc vous êtes censé sur un Maastricht 3 regarder l'arrêt de la pulsatilité, puis ensuite aller examiner que neurologiquement aussi il est mort. Et est-ce que cette mort, qui est donc une mort cérébrale finalement, c'est une mort cérébrale secondaire à l'arrêt circulatoire, est-ce qu'elle est vraiment irréversible ? En fait non, parce que si vous mettiez à le masser,
il repartirait. S'il s'auto-ressuscitait, il repartirait. Si vous lui mettiez une ECMO, il repartirait. Donc cette mort, elle est permanente, elle n'est pas irréversible, et ça pose des questions éthiques importantes. Et puis aujourd'hui et demain, il y a les histoires de CRN qu'on met donc après la mort. Quand on met un ballon intra-aortique pour empêcher le sang de remonter dans le cerveau, dans une CRN abdominale, ou quand en Espagne, pour prélever le cœur, ils mettent des CRN thoraco-abdominales qui coupent les vaisseaux supra-aortiques, qui vident le sang de son cerveau pour être sûr que quand la CRN parte, il n'y ait pas de sang qui recircule dans la tête. Est-ce que, le patient est bien mort, parce qu'on sait qu'il y a des collatérales et que peut-être il y a un peu de sang qui peut remonter. On ne connaît pas aujourd'hui la quantité de perfusion qui peut faire reprendre un peu de fonction. Et puis, est-ce que surtout on ne viole pas la règle éthique du donneur mort, c'est-à-dire finalement on va faire une intervention pour éviter qu'il ressuscite, et ensuite on n'est même pas sûr qu'il est vraiment complètement mort. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste dire qu'il y a 2 défis, j'ai pas le temps, mais c'était pour dire qu'on peut en trouver plein avec le M3, c'est ça qui est assez passionnant. Il y a la démarche anticipée EME et le M3. Donc voilà, je passe sur la diapo. Et il y a l'histoire des transferts interhospitaliers Maastricht 3. Voilà, c'est d'autres questions qui se sont posées. Donc pour conclure, je dirais que oui, c'est une procédure très complexe, qui a des enjeux techniques et organisationnels certes, mais surtout des défis éthiques qui sont importants. Que c'est un obstacle, oui, c'est difficile, mais c'est aussi une opportunité, à mon avis, pour améliorer l'accompagnement de fin de vie de tous les patients. Il faut être en mesure d'assumer une double intentionnalité, c'est-à-dire, en fait, il ne faut pas vouloir se dire tout est séparé, il faut assumer le fait de vouloir faire en même temps de l'accompagnement de fin de vie et en même temps un projet de don d'organes. Et que ça ne pose pas de problème si tout est transparent entre soignants et aussi avec les familles. Et puis il faut former, informer, et je pense que pour la formation du M3, il faut surtout faire du pré-briefing le jour des M3, parce que les grandes formations, les grandes messes, ça ne fonctionne pas. Dernière diapo pour vous dire que quand on demande aux soignants en France leur perception globale du Maastricht 3 sur une échelle de 0 à 10, vous voyez que quand même globalement, que ce soit les médecins ou les infirmiers, ils trouvent ça plutôt positif, que ce soit global, sur le soutien des proches, sur les processus décisionnels d'arrêt thérapeutique, sur les pratiques de fin de vie, avec les médecins quand même qui sont un peu, sur les pratiques de fin de vie, sont quand même un peu apeurés, on va dire, sur les motivations des équipes pour le don d'organes, sur le climat éthique du service, c'est plutôt très positif, et sur les relations interpersonnelles de l'équipe, c'est aussi considéré comme étant très positif. Voilà, et il reste la fin de l'étude KRM3 sur les proches, et je remercie tous les services qui ont inclus dans ces études, qui nous donnent quand même quelques résultats sur la pratique du Maastricht 3 en France. Et donc là, on est en train de réaliser des entretiens à 3 mois et à 6 mois avec 150 proches de patients Maastricht 3. Et on aura les résultats, je pense, l'année prochaine. Voilà, je vous remercie.